J'ai fini mes études à Lomé en 2014-2015 et j'ai commencé les expériences professionnelles. J'ai enchaîné les stages déjà dans un cabinet d'avocats. Ensuite, j'ai enchaîné dans les banques. J'ai aussi fait un parcours quand même dans une maison de communication. Si tu veux bâtir un réseau solide, il faut travailler sur ton attractivité. C'est très important. Et pour ça, il faut créer des choses. L'école, c'est le lieu par excellence où les enfants sont déroutés. Notre système éducatif, il est vieux de 150 ans. Nous sommes les rares pays, surtout la francophonie, où des gens s'inscrivent encore en géographie, en histoire, alors qu'aujourd'hui, l'information est accessible à tous. Et je me pose des questions. Ce que j'ai remarqué, c'est triste, mais l'école enseigne tout sauf l'essentiel. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de mon podcast À table avec Chris. J'espère que vous allez super bien et je suis d'autant plus heureux de vous retrouver aujourd'hui car je reçois un invité exceptionnel. Mon invité d'aujourd'hui, il est conférencier, consultant en développement personnel et professionnel. Il est également essayiste. Il s'intéresse à une multitude de sujets passionnants, dont notamment les neurosciences cognitives. Vous aurez le temps de découvrir tout cela. Je l'ai invité aujourd'hui sur le podcast parce que j'admire énormément ce qu'il fait comme travail et je suis convaincu qu'il a beaucoup à partager avec nous. Ensemble, nous allons explorer son parcours personnel, nous allons débusquer ou comprendre les choix qui l'ont amené à devenir conférencier. Nous allons parler de ses expériences, des leçons qu'il a apprises durant son parcours et également nous allons nous intéresser à l'aspect business. Oui, c'est aussi ça, le podcast À table avec Chris. Cet épisode se promet d'être édifiant et inspirant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification et laissez-nous des commentaires. C'est parti. Peggy, bonjour et bienvenue sur mon podcast. Bonjour Christ, c'est un plaisir pour moi d'être là, de partager ce moment avec toi et les auditeurs. Comment te sens-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es content d'être là? Je vais, avant de te donner la parole, te remercier déjà d'avoir accepté de participer à mon podcast. C'est pas évident. Tu es quelqu'un de très occupé. Et tu as essayé, on a essayé de planifier ça il y a longtemps, hein. Effectivement. Mais c'est maintenant on a trouvé le temps de le faire. Il le fallait. Ok, voilà. En tout cas, comment te sens-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es content d'être là avec moi? Mais écoute, c'est un plaisir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je me suis bien réveillé ce matin. Super. Je suis allé au sport. Ok. Je suis rentré, j'ai passé un peu de temps avec la petite famille avant de venir là. Et devant moi, j'ai un micro et Christ, donc forcément tout va bien. Ok, super. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Comme je le disais à l'entame, tu es conférencier, tu es également consultant en développement personnel et professionnel, tu es essayiste, tu as un livre qui est en cours d'édition, S'affirmer le pas de géant vers la vie souhaitée. Et également, tu t'intéresses aux neurosciences cognitives et tout. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, si tu devrais te présenter comme tu aurais aimé qu'on te présente toi, qu'est-ce que tu dirais? Waouh, tu me prends au dépourvu là. Écoute, Christ, comme pour tout être humain, il y a tellement de choses à dire parce que un homme debout, c'est beaucoup trop de choses réunies. Alors, comment j'aurais aimé qu'on me présente? Écoute, Peggy Anyambosu, c'est quelqu'un de normal, même si j'entends souvent le contraire. Je suis quelqu'un de tout à fait normal. Je suis né au Bénin, de parents béninois tous les deux. J'ai eu un parcours académique assez conventionnel. J'ai fait mon primaire normalement, le secondaire, les études universitaires à Lomé, UKO à Lomé. J'ai fait le droit là-bas, les sciences juridiques, notamment le droit privé. Alors, j'ai fini mes études à Lomé en 2014-2015. Je suis rentré sur Cotonou et j'ai commencé les expériences professionnelles. Là, par contre, je n'ai rien fait de conventionnel. Tout est atypique.
parce que j'ai enchaîné les stages déjà dans un cabinet d'avocat, puisque j'ai fait le droit. Ensuite, j'ai enchaîné dans les banques parce qu'à un moment donné, je me suis fortement intéressé à l'administration des affaires, le droit des entreprises, le droit des affaires, etc. Donc, après ces parcours-là en banque, j'ai aussi fait un parcours quand même dans une maison de communication. Deux, pour être plus précis. La première, j'ai été stagiaire et en même temps apporteur d'affaires parce que l'entreprise avait deux volets. Il y avait le volet communication et un autre volet pour lequel j'étais apporteur d'affaires. Alors, apporteur d'affaires, oui, j'adore ça parce que ça me permet d'être au contact direct avec des clients, oui, avec des personnes. Donc, d'ailleurs, on va en venir. C'est là, au cours de ce parcours d'apporteur d'affaires que j'ai vraiment développé mon réseau. On va en venir, certainement. Oui, je suis sûr que tu as prévu ça. J'ai prévu une question pour ça. Voilà. Alors, après ça, oui, j'ai rejoint après AS Voltec, qui est quand même mon expérience en tant que office manager. Oui, office manager. Mon expérience la plus aboutie en termes professionnels. Parce que ça m'a permis de quand même diriger des gens, de gérer une entreprise au quotidien. Bien entendu, sous les instructions du DG, du PDG. Du PDG. Et voilà, c'est pendant ce parcours que j'ai vraiment commencé par être sollicité pour mon rôle de coach ou consultant en développement personnel et professionnel. Et voilà, c'est ce cheminement-là qui m'a amené là devant toi aujourd'hui. Super. Très intéressant le parcours. Je le disais à l'entame, tu es conférencier. Oui. Comment on part de consultant à conférencier? Qu'est-ce qui a provoqué chez toi le déclic pour devenir conférencier? Voilà, je veux comprendre le contexte qui t'a amené à devenir conférencier. Alors, je l'ai peut-être occulté, mais comme je te disais, j'ai fini mes études à Lomé en 2014-2015. UCAO. Je suis rentré à Cotonou. Je vais pas trop développer parce que c'est un sujet assez sensible pour moi, mais disons que j'ai eu quelques soucis avec mon père, ce qu'on va appeler, pour être bref, des conflits intergénérationnels entre père et fils. Je vais pas rentrer dans les détails. Et ce petit souci m'a amené en fait à quitter mon père pour commencer par voler de mes propres ailes. Alors, c'est cette décision, pas cette décision, je n'ai pas forcément choisi ça, mais c'est ce départ de mon père, de chez mon père, j'allais dire, qui m'a amené vraiment à me remettre en question, à commencer par me poser des vraies questions, parce que tout commence par le questionnement. Alors, en me posant ces questions, je me suis dit, mais écoute, Peggy, ton père, mon père a toujours été mon idole. Je peux pas, il l'est toujours d'ailleurs, parce que il m'a beaucoup apporté en termes d'éducation, éducation à la vie, éducation à tout. Donc, le quitter comme ça alors que c'était une figure paternelle assez prestigieuse, forte, m'a un peu déboussolé. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé par me chercher et j'ai intégré un système de MLM, marketing de réseau, avec des contacts en Belgique. Et tu sais, tout ce qui est MLM, il y a un volet développement personnel, forcément. Il y a les leaders qui nous coachaient, qui nous donnaient des instructions à suivre, des livres inspirants, comme on les appelle. Oui. Je vais parler de Yosri, Messai, etc. Alors, dans ce cheminement-là que j'ai vraiment reçu le déclic. Pourquoi? Parce que j'ai intégré le MLM. C'était, le service que le MLM proposait, c'était le trading. C'était IML, iMarkets Live, je crois. C'était le trading. On nous donnait des formations sur le trading. Et parallèlement, il y avait des formations en développement personnel et tout. Alors, j'ai remarqué en cours de chemin que, en fait, le trading ne m'intéressait pas du tout. Par contre, chaque fois qu'il y avait un leader qui motivait les foules, qui nous boostait à atteindre nos objectifs, il y avait comme
enfin, de l'électricité chaque fois qui me traversait le corps. Et cette même chose m'arrivait chaque fois que je suivais des films où tu vois l'acteur qui, à un moment donné, doit motiver les troupes, leur dit, écoutez, les gars, c'est le moment, il faut qu'on donne tout, il faut qu'on cartonne, il faut qu'on batte des records, etc. Pareil, quand je vois des sportifs à la télé qui, un match de foot, un Cristiano Ronaldo ou un Messi qui, à la 94e minute, qui met un but et qui tue le match. Voilà. Ce genre de choses, en fait, m'inspirait, m'impactait beaucoup. Donc, j'ai commencé par me poser des questions. Mais Peggy, est-ce que ce n'est pas pour ça que tu dois te battre en réalité? Et ces questions ne faisaient que me conforter dans tout ce que j'avais comme prédisposition. C'est-à-dire quoi? Déjà, je suis quelqu'un de très curieux. Ça, je peux naturellement, je suis très curieux et je vais souvent là où on m'interdit d'aller. Ce qui explique les conflits avec mon père, malheureusement. Et le fait d'être poussé par l'interdit m'amène systématiquement à aller fouiller, à aller chercher. J'entends telle chose à la télé, mais comment cette chose est arrivée? Pourquoi c'est arrivé? Et ces questionnements-là m'ont tout le temps amené à aller fouiller et chercher. C'est comme ça que dans le système de marketing de réseau, j'ai commencé par réunir mes amis, j'ai commencé par leur faire des présentations du business. Okay. C'est comme ça mes premières prises de contact avec la foule, le public ont commencé. Et je me sentais, mais littéralement, je me sentais comme un poisson dans l'eau. Yeah. Je t'assure. Et c'est comme si tu l'avais toujours fait, quoi. Merci. C'est là que je me suis rendu compte, mais tiens, Peggy, tu fous quoi avec le trading? Oublie ça, confie le trading à tes collaborateurs. Toi, contente-toi seulement d'aller présenter le business. C'est comme ça qu'avec des amis, on a commencé par faire des voyages, par réunir des gens pour leur présenter le business. Et après, écoute Christ, j'ai tellement lu de bouquins dans ma vie que je me suis dit à un moment donné, mais écoute Peggy, tu en as. Et la meilleure des choses à faire, en fait, c'est de partager. Give back. Merci. Ça, je l'ai appris grâce à mon mentor. Il disait souvent, la meilleure façon de maîtriser un sujet, c'est de l'enseigner. C'est comme ça que j'ai commencé par donner mes premières conférences. La toute première, je crois, c'était en 2017. Okay. 2016 ou 2017, c'était une conférence sur la libération mentale. Un sujet qui me passionne beaucoup. On parle de neurosciences cognitives, donc. Le cerveau contrôle tout. Tu vois, en Chine aujourd'hui, ils ont tout compris. Ils sont 1,7 milliard, un peu plus actuellement. Ils ont compris que pour diriger les hommes, il fallait comprendre comment le cerveau fonctionne. Puisque et utiliser ses failles. Merci. C'est pour ça que tu vas voir aujourd'hui en Chine, c'est quand tu as une contravention, ce n'est plus un policier qui vient. C'est un robot tout mignon qui vient, qui te présente ta contravention. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ils ont compris, hein. Ça annihile en toi tout désir de révolte parce que tu peux pas te révolter contre un robot. C'est impossible. Donc, tu vois, les neurosciences cognitives, donc on limite les dégâts, quoi. Merci. Ils l'ont compris parce que imagine combien de policiers il faut mettre dans la rue pour encadrer 1,8 milliard de personnes. Alors, les robots sont venus pour compenser. Ils l'ont compris, à l'instar d'autres pays d'ailleurs. Les neurosciences cognitives, c'est la chose à laquelle il faut s'intéresser, tout simplement. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé par donner mes premières conférences. Et c'est en donnant ces premières conférences que j'ai commencé par être sollicité pour des interventions spécifiques en entreprise. D'abord en tant que consultant sur des questions stratégiques, de communication, de leadership, etc. Et plus tard, d'autres entreprises ont commencé par me solliciter pour former leur personnel en termes de renforcement de capacité, renforcement des acquis. Voilà. Voilà sommairement ce que je peux dire par rapport à ce qui m'a envoyé dans le domaine des conférences, des formations. Super. Écoute, j'en apprends un peu plus sur toi. Ma prochaine question est la suivante.
vu qu'on a chuté sur le côté consulting et tout, Ouais. les personnes que toi tu reçois en consulting ou que tu coaches, Ouais. quel est le problème que tu observes souvent chez ces personnes-là? Quel est le problème récurrent qui vient ou un problème auquel tu es confronté à chaque fois, que ce soit une fausse croyance? Est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est un problème, je dirais, générationnel. Mhm. J'aime beaucoup les métaphores, les paraboles, etc. Je vais en user, mais je vais prendre le soin de les expliquer à chaque fois. Alors, c'est la formule qui dit, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Tu vois. Tu étais à ma dernière conférence. Bien sûr, Bien. en septembre 2024. 2024, oui. Sur l'affirmation de soi. Non, pardon. Sur Non, les pièges. les pièges Fuir les pièges de la conformité. conformité. Oui. Voilà. Je caricature un peu pour que tu vois. Je vais en venir au problème, Ok. mais je te donne un exemple concret. Les exemples sont toujours plus illustratifs. J'ai fini cette conférence. Il y a un jeune qui m'a contacté. Ah, Monsieur Peggy, j'ai vraiment admiré ce que vous avez fait aujourd'hui. Franchement, je suis sidéré, mais comment vous faites pour connaître tout ça? Je veux vraiment aller à votre école. Je veux que vous partagiez avec moi tout ce que vous savez. J'ai fait, ah bon? Tu es sûr de vouloir porter ce fardeau? Il a rigolé. Il a cru que je blaguais. Et après sa rigolade, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je vous laisse ma carte et on va s'appeler. Il m'a appelé le lundi, 2 jours après. Il était très enthousiaste, très dynamique, j'ai beaucoup apprécié. Il m'a appelé, je lui ai donné rendez-vous, on s'est vu, on a échangé, j'ai essayé de sonder un peu ses motivations, de savoir pourquoi il veut se lancer sur ce chemin-là. Et toujours enthousiaste, il m'a expliqué, ah non, j'aime aussi partager ce que j'apprends, je veux en savoir plus sur le fonctionnement du monde, mon propre fonctionnement, le fonctionnement du monde, etc. J'ai fait très bien. Est-ce que tu aimes la lecture? Parce que tu ne peux pas faire ce que je fais si tu ne lis pas. En fait, tu vas faire toutes les gymnastiques possibles, tu ne peux pas si tu ne lis pas. C'est la base, si tu veux, le prérequis de ce que je fais, c'est la lecture. Il me dit, oui, coach, moi je lis beaucoup. Je fais très bien. Je lui ai remis des classiques de la Grèce antique. Okay. Je commence toujours par là. Pourquoi précisément? J'en viens. En fait, pour ça, je te réponds en même temps. En fait, je crois beaucoup en ce qu'on appelle la vertu antique. La vertu antique, c'est quoi? Je suis de ceux qui pensent que nos précurseurs ont déjà réfléchi pour nous. Ils ont déjà trouvé toutes les solutions possibles pour qu'on réussisse dans notre monde moderne. J'adore cette approche que tu as. Mais tu seras sidéré tout à l'heure. Donc il m'a dit, je lis beaucoup, j'ai fait très bien. Je lui ai remis 3 bouquins. Pas de longs bouquins. Tu sais que dans la Grèce antique, ils écrivaient très court, mais c'était très profond. Je lui ai donné 1 mois. Je lui ai demandé déjà combien de temps il lui faut pour parcourir les bouquins, pour qu'on échange après. Je te dirai pourquoi les bouquins tout à l'heure. Il m'a dit non, 1 mois c'est trop. Je pense que je vais finir ça en 2-3 semaines et je vais revenir vous voir, on va en discuter. Il est chaud. Il est très chaud. Et c'est toujours comme ça au départ. Alors, 1 mois après, c'est moi qui l'ai relancé. Ce qui n'est pas du tout bien dans une approche d'apprentissage. Ce n'est pas celui qui veut te montrer le chemin de te relancer. Ouais. Non, je n'ai pas fait ça avec mes mentors, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Rassure-toi. Je le relance, je fais mon cher, comment tu vas? Il fait je vais très bien, coach. J'allais vous écrire. Ça commence. Quand les j'allais commencent comme ça, sache que c'est mort. Il a fait j'allais vous écrire. J'ai fait mais ok, c'est pas grave. Tu en es où par rapport au bouquin? Il fait, en fait, coach, j'ai eu quelques soucis de famille. J'ai fait, d'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu aimes vraiment lire ou on peut trouver une autre solution? Il fait, bon, coach, en réalité, la lecture, j'ai un peu de mal parce que je n'ai pas souvent le temps. J'ai fait, ce n'est pas grave. Je suis allé chercher les livres audio de ces bouquins-là. Je lui ai envoyé des liens. Je lui ai dit d'aller au moins écouter parce que
J'adore écouter les livres audio aussi, surtout quand je n'ai pas le temps, parce que ça te permet de faire autre chose en même temps que tu les écoutes. C'est comme les podcasts. Merci. Je lui ai remis des liens pour écouter les livres audio. En un mois, il n'a pas écouté. Enfin, du moins, il a fait ce qu'il pouvait. J'ai fait, écoute, je pense que tu n'es pas encore prêt. Quand tu seras prêt, dans un an, fais-moi signe. Alors, pour en venir où? J'ai dit tout à l'heure, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Oui. En fait, c'est ça le problème. Et notre génération, c'est un peu ça. Je comprends le métaphore que tu veux faire. Oui, c'est un peu ça. Tu vois aujourd'hui des jeunes... prêt à faire l'effort qu'il faut. C'est comme, tu vois des jeunes aujourd'hui, ils voient un monsieur qui a 45-50 ans dans une Lexus ou dans une Range Rover. Il fait merde, mais putain, si seulement je pouvais avoir cette voiture. Waouh! Mais est-ce que tu es prêt à trimer comme lui? Mais en fait, c'est ça le problème. Et c'est ce que je remarque chez les gens, en fait, en réalité. Notre génération est absorbée partout, sauf l'essentiel. Et c'est ce qui crée la société, c'est très profond. Et c'est ce qui crée la société de frustration dans laquelle nous vivons. Où tu vois quelqu'un qui est dans sa belle voiture, dans son beau costume, tu es sur une moto, tu le dévisages, ou tu vois la personne dans sa belle voiture, tu te dis, il est forcément rentré dans quelque chose. Avec lui, on souffrait ici et du jour au lendemain, il a acheté une voiture. Sans pour autant chercher à savoir par quoi il est passé. Le parcours pour être dans cette voiture aujourd'hui. Moi, quand je vois quelqu'un dans une belle voiture, ça me motive, ça m'inspire, ça me donne du punch. Je me dis, mais écoute, je veux être là. Et je sais que pour être là, il faut beaucoup de choses. Ce n'est pas facile d'avoir un certain niveau de vie parce que le monde est de plus en plus exigeant. Donc, c'était un peu une parenthèse pour illustrer un peu, mais pour entrer en profondeur avec ce que je remarque, c'est le manque de volonté, le manque de vision, le manque d'ambition. Parce que normalement, en principe, si tu es un être humain bien constitué, tu as une vision, tu sais que pour atteindre cette vision-là, tu ne dois pas te comporter comme des gens qui n'ont pas de vision. Yeah. Et on observe aujourd'hui beaucoup de jeunes qui se comportent comme des gens qui n'ont aucune vision. Comme si tu prends ta voiture ou ta moto un beau matin, tu fais le plein et tu rentres dans la ville sans destination. Et comment tu fais? Parce que tu es en circulation, pour tourner à gauche, tu sais où te placer. Pour tourner à droite, tu sais où te placer. Pour aller tout droit, il y a un endroit où tu te places si tu veux aller tout droit. Si tu n'as pas de destination, tu te positionnes où? Dans la rue ou sur la voie. Tu peux pas. Au mieux, tu crées un accident parce que tu vas voir un truc qui va t'intéresser, tu vas vouloir tourner à droite sans donner l'indication et voilà, le pire est arrivé. Donc, c'est ce que moi j'observe la plupart du temps chez les gens. Ils veulent des résultats, ils veulent de gros salaires, ils veulent tout, mais ils ne veulent rien faire. C'est ce que j'observe. C'est vraiment profond ce que ça résonne, ça résonne. Et ceux qui écoutent ce podcast seront d'avis avec toi. Écoute, on veut des choses. Ce n'est pas évident, hein. Parce que tu sais, il y a 3 catégories de personnes, d'accord? Il y a celles qui savent qu'ils veulent atteindre un objectif, qui se battent pour ça, d'accord? Il y a une seconde catégorie. Pour eux, c'est je n'ai pas d'objectif, mais je me bats au quotidien pour quand même donner du sens à ma vie. Et il y a une troisième catégorie de personnes, elles se réveillent, elles s'en foutent de ce qui peut se passer, du moment où elles ont leur pain quotidien, ça va. Alors que en tant qu'être humain, on peut tellement donner à l'humanité. Je ne comprends pas comment les gens se contentent d'une petite vie modeste, sachant qu'ils peuvent donner plus au monde. Je vais peut-être choquer ceux qui m'écoutent, mais moi, j'ai fait la banque.
avec des personnes qui étaient quand même de hauts cadres en banque, qui sont allés à la retraite et qui sont à la maison. Et tu les vois dans les quartiers. On en a plein. Il y en a plein. Tu les vois, j'en vois souvent, tu les vois dans les quartiers en train de jouer à Wallet, au bord de la voie. Comme un individu qui, c'est comme si après la retraite, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. J'ai eu la chance d'en parler avec un parce que quand je veux intervenir souvent en entreprise pour des consultings ou pour des formations, j'appelle souvent des personnes référentes, des gens qui ont déjà un parcours donné dans un domaine donné. Parce que j'estime que avoir fait 20 ans dans un service ou dans un domaine, ça vous donne toute la légitimité, toute l'expertise dont vous avez besoin pour en parler. Parce que vous avez de l'expérience. Merci. Alors, déjà scientifiquement, pour passer expert dans un domaine, on dit que c'est 7 ans de pratique. Alors, des gens font 20 ans, vont en retraite et restent à la maison. Donc, j'ai eu la chance de discuter avec un de mes anciens boss d'une des banques de la place. Je lui disais, mais monsieur, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites à la maison? Pourquoi vous n'ouvrez pas, un cabinet où des jeunes qui aspirent faire ce que vous avez fait pendant 20 ans ont besoin de vos lumières? Pourquoi vous ne faites pas ça? Fait non, Peggy, écoute, j'ai fait 20 ans dans un domaine, c'est le moment pour moi de me reposer. Mais ils oublient que, en fait, quand est-ce qu'on meurt, Christ? Quand est-ce qu'un être humain meurt? Quand est-ce qu'on dit qu'il est mort? Moi, je pense que c'est une très belle question que tu viens de poser, mais lorsque tu arrêtes de rêver, selon moi, et lorsque tu arrêtes de give back, bon, pour ceux qui ont déjà de l'expérience, je pense que lorsque tu as acquis de l'expérience et que tu as une certaine expertise dans un domaine, il faut forcément give back pour la génération qui vient, afin d'inspirer, d'édifier des gens pour que eux, en s'inspirant de ton parcours, en s'inspirant des erreurs que tu as fait, évitent de faire les mêmes erreurs et gagnent du temps dans le processus. C'est ce que moi, je pense. Bon, je parlais plutôt cliniquement. Alors, quelqu'un meurt en fait quand son cerveau arrête de fonctionner. J'aime beaucoup la réflexion que tu as menée parce que tu es rentré dans plus de détails. Alors, si quelqu'un meurt, si c'est quand le cerveau s'arrête que les gens meurent, comment est-ce que tu te retrouves à la maison, inactif, et tu veux vivre longtemps? Et je reviens un peu à ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, tu meurs aussi quand tu arrêtes de rêver. Et qu'est-ce qui peut te permettre de rêver? C'est de voir des personnes qui veulent se lancer dans ton domaine performer. Parce que tu te dis, bon, écoute, moi, j'ai fait cette chose-là pendant 20 ans et ce serait un plaisir pour moi de voir des jeunes faire mieux que moi. À partir du moment où tu te mets dans cette réflexion, dans ce paradigme, tu es en train de contribuer en fait à l'épanouissement de personnes que tu ne connais peut-être pas, mais qui, peut-être quand elles seront à un niveau donné, vont se dire « Ah, c'est à cause de tel monsieur que je suis là aujourd'hui. » Ils te seront redevables. Maintenant, à l'opposé de ça, tu vois ces personnes-là qui font tout ce parcours-là, qui en ont à revendre, qui restent à la maison. Je trouve ça égoïste. Peut-être qu'ils ont leur raison, mais moi, de mon point de vue, je trouve ça égoïste. Parce que, écoute, le meilleur des hommes, Christ, pour moi, c'est celui qui est utile aux autres. Alors, pourquoi est-ce que tu te préoccupes de ton petit cercle alors que tu peux te préoccuper du grand monde? C'est une question plus d'impact. C'est une question que je renvoie aux auditeurs. Peut-être qu'ils auront des réponses par rapport à ça. Donc, pour revenir à ce que tu posais, manque de volonté, le manque de volonté, le manque d'ambition et de vision. Beaucoup pensent que oui, la vision, le rêve, c'est seulement quand on est jeune. Mais non. Mais non, l'histoire elle n'a pas d'âge. Ouais. L'histoire nous enseigne que des gens sont devenus immensément riches après 70 ans. Je parle du colonel Sanders, par exemple. Je ne t'apprends rien.
Il y a plein de gens qui se sont enrichis après 70 ans. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas s'inscrire dans cette logique-là, d'apporter un plus à l'humanité, à sa communauté, etc. C'est ce que moi j'ai choisi de faire quand même et je pense que je vais le faire jusqu'à mon dernier jour. Que Dieu me prête vie. Amen. Très, très intéressant. Ah, là, on commence bien. On n'est même pas encore allé loin. Ah, je suis à 1%. Et voilà, tu nous bombardes de trucs qui nous font réellement réfléchir et prendre conscience des choses les plus essentielles. Ouais. Je veux revenir sur un point. Comment tu aides ces personnes-là? Est-ce qu'on peut aider? Parce que je me dis, il y a une phrase qui me vient souvent en tête. Tu ne peux pas aider quelqu'un si cette personne n'a pas la volonté elle-même de sortir de sa situation. Ouais. Est-ce que quand tu rencontres des personnes, est-ce que tu as déjà rencontré des personnes comme ça qui n'ont pas la volonté? Comment tu les as aidés? Est-ce que tu les as boostés? Comment ça se passe en général? Ou quelle est ton approche par rapport à ça? La première des choses, en fait, quand quelqu'un vient vers moi, je lui envoie déjà un questionnaire. Et ce questionnaire me permet d'avoir en fait une idée de la personne, ses croyances, son système de pensée, son parcours. Parce que tu vois dans les films ou séries criminelles, pour arrêter un criminel, qu'est-ce qu'on fait souvent? On remonte à sa tendre enfance pour voir un peu pour étudier sa psychologie, dans quel environnement il a grandi. Ouais. Comment est-ce que ses parents étaient, parce que les parents font les enfants. Donc, je lui envoie un questionnaire, comme je disais, et je recueille les informations dont j'ai besoin. Et j'analyse ces informations-là, et maintenant, je lui demande clairement, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et là, il me dit, voilà. Et neurosciences cognitives, la plupart du temps, les êtres humains ne savent pas ce qu'ils veulent. Ça, c'est classique. J'en viens à toi. Quand tu vas dans un resto, on te remet la carte. Tu as l'embarras du choix. Tu as du mal. Sauf si tu as déjà fait ton plan avant de venir dans le resto, mais tu peux aussi changer même là sur encore, place. Même là, oui, exactement. Parce que il suffit de voir ce qui se passe à côté de toi rapidement pour changer d'avis. On te dit, il y a un nouveau menu. L'effet de conformité. Donc, on va en parler. Oui, on va en parler. Alors, des expériences ont même montré que, par exemple, ce sont des étudiants suédois qui ont mené l'expérience. Le simple fait, par exemple, de mettre sur une table dans un restaurant une nappe sur laquelle il est dessiné des poissons, ça conditionne le client à commander du poisson. Mais après l'expérience, quand on leur demande pourquoi vous avez commandé du poisson, ah écoute, j'ai pris de la viande dernièrement, ah non, j'avais juste envie de poisson. Mais on sait fondamentalement qu'ils ont été conditionnés pour acheter le poisson. Donc, la première des choses que je fais, c'est mon approche, et ça a marché jusque-là, c'est de travailler sur le paradigme de la personne. Alors, comment ça se passe? Déjà, l'être humain adore les histoires inspirantes. Et ça, c'est intégré dans notre inconscient. Parce que déjà, je prends toujours la plus petite structure sociale qui est la petite famille. Tu vois, il y a ce qu'on appelle les archétypes. Les archétypes, c'est la représentation que pratiquement tous les êtres humains ont par rapport à un sujet donné. Si je te demande à quoi tu penses quand je parle de héros, tu penses à quoi? Je pense à Spider-Man. Je pense à Batman. Mais des mots, la Ligue des Justices. des attraits qui caractérisent ces héros-là. La résilience. La résilience, oui. Ils sont combatifs. Sauveurs, voilà. Surtout sauveurs. Donc, c'est ça les archétypes. C'est la représentation que l'humain en général a par rapport à un sujet donné. Donc, quand tu as un client en face de toi, une personne que tu veux accompagner en face de toi, la première des choses qu'il faut faire, c'est de comprendre comment il pense, de comprendre comment il fait ses choix, de comprendre ce qu'il veut dans la vie, comment il se projette. Et en fonction des réponses qu'il a données dans le questionnaire et les réponses que j'ai,
quand je le reçois physiquement, je détecte les incohérences tout de suite. Parce que tu vas avoir une personne qui va te dire « Ah, je veux être un grand entrepreneur ». Et il écrit ça dans le formulaire. Je veux être un grand entrepreneur. Je me projette en tant que grand entrepreneur dans 5, 10, 15, 20 ans. Mais quand tu le reçois, tu lui demandes « Mais écoute, est-ce que tu as déjà suivi des formations en entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu aimes chez les entrepreneurs? Qu'est-ce qui te passionne chez eux? » Tu te rends compte que, en fait, il n'a rien sur le sujet. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué. Ça veut dire que soit il ne sait pas ce qu'il veut, soit il le sait, mais en réalité, il n'arrive pas à le formuler, ou encore, il veut autre chose, mais pas à travers ce cheminement-là. Ok. Tu vois? Parce que pour être entrepreneur, il y a plusieurs façons. Tu peux monter une entreprise, tu peux offrir des services, tu peux être commerçant, il y a plein de choses qui t'amènent à être entrepreneur. Mais le sujet ne sait pas, en fait. Quand il veut juste être entrepreneur, il sait pas comment s'y prendre. Donc là, tu travailles sur sa représentation des choses. Maurice Merleau-Ponty, dans la phénoménologie de la perception, il disait « Change ta façon de voir une chose, la chose elle-même change. » Donc, quand tu échanges avec le client, tu l'amènes à réaliser que bon, tu veux ça, mais pourquoi? Plus tu poses des questions, c'est la technique que les policiers utilisent, tu réponds à la question, il reformule la question, il te la repose pour voir si tu maintiens toujours ta position. Et quand tu échanges avec les gens, tu vois que non, ce n'est pas ce qu'ils veulent en réalité. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Et là, tu es obligé maintenant de lui poser assez de questions, plus de questions, pour comprendre en fait quelles sont ses réelles motivations dans la vie. Et quand tu trouves la motivation de quelqu'un pour quelque chose, c'est plus facile de l'amener à atteindre ces objectifs-là. Mais si tu ne travailles pas sur les motivations, tu ne travailles pas sur la vision que cette personne a d'elle-même, tu vas biaiser le parcours, tu vas biaiser le cheminement, tu vas faire 1 an, 2 ans d'accompagnement et tu vas réaliser en fait que la personne, tu ne t'es pas ce qu'elle voulait. Ce n'est pas de sa faute. C'est de ta faute, toi, le coach, qui aurait dû déceler ces incohérences-là à travers les questions. Parlant de questions, j'aime beaucoup la maïeutique. C'est quoi la maïeutique? La maïeutique, c'est l'art d'accoucher les réponses. Ça vient de Socrate. C'est philosophique. Oui, c'est un thème philosophique. La maïeutique, c'était l'une des armes de Socrate pour amener les gens à sortir ce qu'ils veulent entendre d'eux. Pour la petite histoire, sa mère était sage-femme et entre-temps, on appelait les sages-femmes les magnéticiennes. Tu vois, les sages-femmes, ils font quoi ou elles font quoi? Elles accouchent. Oui. Donc, la maïeutique, c'est là d'accoucher de la vérité. C'est ce qu'il disait. Donc, avec cette maïeutique, tu arrives facilement quand même à avoir ce que tu veux comme réponse. Et quand tu as ça, c'est facile pour toi de travailler sur la croyance, la perception, les archétypes, le système de pensée de la personne. Écoute, tu veux telle chose, mais en réalité, avec les prédispositions que tu as, je pense que telle chose ira mieux pour toi. Sachant bien que en faisant cette chose-là, ça peut déboucher, in fine, sur ce qu'il attendait, sur ce qu'il voulait atteindre comme objectif. Tu l'aides à tracer le parcours. Tu vois, donc c'est un peu ma méthode à moi. Après, il faut montrer à la personne que ce qu'elle veut faire, en fait, est à sa portée. Parce que tant que tu n'as pas fait ce travail-là, tu n'as rien fait. La personne va d'autant plus facilement se lancer si elle sait que ce qu'elle veut faire est possible ou que d'autres l'ont déjà fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup étudier la vie des personnes inspirantes. Tu as par exemple l'effet Bannister. L'effet Bannister, c'est quoi? Roger Bannister, c'est un athlète. Il est britannique. Il a vécu normalement, comme tout le monde, sa vie d'élève, d'enfant, d'élève, d'étudiant, etc. Alors, après son bac, il a voulu faire des études de médecine. On sait tous comment c'est bien coûteux, les études de médecine. Donc, il voulait se lancer, ses parents n'avaient pas les moyens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est replié sur lui-même.
il a fait une introspection. Il a réalisé qu'il avait un don. C'était la course à pied. Alors, il s'est dit, écoute, c'est un dialogue intérieur. Hein. Écoute, je n'ai pas les moyens, mes parents n'ont pas les moyens de m'offrir des études en médecine, donc j'ai un don. Je vais utiliser ce don-là pour avoir de l'argent ou pour avoir une bourse pour continuer mes études en médecine. Oui. Et c'est comme ça, il a commencé par s'entraîner tout doucement. Il a commencé dans son quartier, il a été sacré champion. Alors, il a atteint un niveau supérieur, c'est-à-dire l'échelle de la ville. Il s'est aussi bien illustré. Il est venu à l'échelle départementale, il s'est bien illustré et on l'a envoyé représenter son pays aux Jeux Olympiques. Il est allé aux Jeux Olympiques, il a fait sa course normalement, il a terminé médaillé d'argent. Il s'est dit non, mais ce n'est pas possible. Avec ce que j'ai comme talent, je me connais, je peux pas être médaillé d'argent, ce n'est pas possible. Donc, il s'est dit, mais écoute, les Jeux Olympiques, ce sont les hommes qui l'ont organisé. Et si moi-même, je montrais au monde de quoi j'étais capable. Et Roger Bannister, il a continué à travailler. Et il a réuni sa communauté et a dit qu'il voulait faire quelque chose que personne n'avait encore réussi dans le monde. C'était quoi? Courir le mile en moins de 4 minutes. Le mile, c'était quoi? Battre des records. Oui, le mile, c'était quoi? Un ciseau 9. Ça fait 1 km 609 mètres. C'était les anciennes unités de mesure. Donc, il a réuni sa communauté comme ça. Il a dit, voilà, c'est ce que je veux faire. Et tout le congrès scientifique, toute la communauté scientifique était unanimement d'accord avec le fait que c'était dangereux, voire suicidaire pour un être humain de courir le mile en moins de 4 minutes. Tout le monde était d'accord avec ça, toute la communauté scientifique. Et le 6 mai 1954, Roger Bannister, il a pris ses chaussures. Les conditions n'étaient même pas adéquates. Il pleuvait. Il a pris ses chaussures. Il a commencé par courir. Il a réuni toute sa communauté. Il a couru le mile en 3 minutes 58 secondes. Wow. Il l'a fait. Alors, c'était pas le plus intéressant dans l'histoire. En fait, à partir du moment où il l'a fait, quelques mois plus tard, plus de 300 personnes dans le monde ont couru le mile en moins de 4 minutes. Yeah. Alors, je me pose la question. Est-ce que ces gens-là qui ont réussi ça après lui pouvaient le faire ou ils attendaient juste que quelqu'un donne l'impulsion? Je me pose la question. Les historiens se posent la question encore aujourd'hui. Du coup, là, il y a un phénomène en psychologie qui s'appelle l'effet Bannister. C'est-à-dire quoi? Quand vous faites quelque chose que tout le monde savait impossible, on dit que vous avez agi sous l'impulsion de l'effet Bannister. Voilà une histoire qui te montre que oui, en fait, c'est possible. C'est possible. Et quand tu es un être humain, tu t'intéresses à ce genre de choses, ce genre d'histoire, de personnes inspirantes, et que quelqu'un vient te dire, ah, ce que tu veux faire là, c'est impossible, tu vois ce qui peut se passer dans ta tête. Et c'est ça ce que nous observons aujourd'hui. La première chose, c'est la famille. On te limite. Non, Mais tu rêves trop grand. C'est, si tu veux, c'est catastrophique. Et c'est tout le temps pareil. Hein. C'est l'environnement. Pour la petite histoire, ma fille, qu'est-ce que j'ai fait avec elle? Elle avait à peine 2 ans, peut-être un peu plus, quand j'ai commencé à l'habituer à prendre les escaliers. Ma belle-maman, elle a vu, elle a fait, mais non, c'est pas bien. Elle est trop petite pour faire les escaliers. Mais comment c'est? Non, faut pas faire ça, elle va se casser les pieds. J'ai fait, mais, excusez-moi, mais elle est encore petite. Si elle se casse les pieds, ses os vont rapidement se régénérer. Il n'y a pas de problème. Je vais m'en occuper. Tout ce que moi je savais, c'est que ma fille pouvait faire les escaliers. Tu vois.
Et tout ce que je m'assurais de faire, c'était d'être devant elle quand elle descend et derrière elle quand elle monte. Quelques mois plus tard, elle prenait les escaliers tellement facilement que tout le monde s'en étonnait. Et ce n'est même pas là le problème. Le problème, c'est quand elle se retrouve avec des personnes, enfin des enfants de son âge, on remarque tout de suite une différence. Pourquoi? Parce que je l'ai conditionnée. Pour la petite histoire, si elle est ici tout de suite et qu'elle s'amuse et quelqu'un lui dit « Écoute, hey, mais tu vas tomber », tu sais ce qu'elle répond? Si je tombe, je vais me relever. Systématiquement. Le conditionnement. Et là, je me dis que j'ai déjà réussi 50% de l'éducation de ma fille. Parce que, en fait, en réalité, on passe notre temps, en fait, à montrer aux enfants qu'ils ne peuvent rien faire seuls. C'est une erreur. Qu'on doit forcément les assister. C'est une erreur. Parce que le meilleur service que tu puisses rendre à ton enfant, c'est de le rendre autonome. Ça, le plus tôt possible. Et moi, je le dis à ma compagne, tout ce que je sais aujourd'hui, ma fille le saura avant ses 15 ans. Il n'y a rien à faire. Tout ce que je sais à l'heure où je te parle là, elle le saura avant ses 15 ans. Et c'est un engagement que j'ai pris envers moi-même. Et je vais le réaliser parce que c'est très important pour moi. Pour te dire quoi, l'être humain est tellement capable de faire des choses inimaginables que je me dis, mais rester dans ton petit coin, dis que tu as un petit boulot, tu as une petite voiture, ta petite famille. Mais en fait, c'est se limiter. Mais c'est tellement se limiter. Et moi, je me dis, tu demandes à ma compagne, elle va te dire, même quand je suis aux toilettes, j'ai un livre en main, où j'ai mes écouteurs dans les oreilles, j'écoute des podcasts, un livre audio, des podcasts, des affirmations que je me suis dites pour moi-même. La dernière fois, j'étais dans la voiture, j'allais, je ne sais plus où. Un policier m'a arrêté, le contrôle de routine, rien de méchant. Figure-toi que juste parce que j'écoutais un podcast, il m'a fait « Ah, monsieur, allez-y. » Je t'assure que si j'écoutais du Achaké ou si j'écoutais une musique, je ne reproche rien à ceux qui écoutent leur musique. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun a ses goûts. Mais pour dire quoi? En fait, ce que tu mets, ce que tu envoies à l'intérieur de toi, détermine ce que tu sors. Tu vois, tu lis, tu écoutes des livres. Mais quand tu parles, celui qui t'écoute sait. On sent une différence. Il sait systématiquement. Donc, je pense fondamentalement que l'être humain est capable de beaucoup de choses, mais ne se retrouve pas souvent dans l'environnement qui va lui permettre d'extérioriser son plein potentiel. Ouais. C'est ça. Et c'est ça qui est dommage dans notre société. Après la famille, il y a l'école. Ah, la catastrophe. La question de l'école. Oui, l'école. Parce que c'est le lieu par excellence où les enfants sont déroutés. Tu as des conseillers d'orientation qui désorientent beaucoup les élèves, les étudiants, etc. Notre éducation, notre système éducatif, il est vieux de 150 ans. Nous sommes les rares pays, surtout la francophonie, où des gens s'inscrivent encore en géographie, en histoire, alors qu'aujourd'hui, l'information est accessible à tous. Tu peux apprendre tout ce que tu veux en histoire, en géographie. Enfin, ces matières, tu peux apprendre tout ce que tu veux. Et je me pose des questions. Ce que j'ai remarqué, c'est triste, mais l'école enseigne tout sauf l'essentiel. Je suis totalement d'accord. L'école nous enseigne tout sauf l'essentiel. Et moi, la première chose que j'ai faite quand je me suis d'ailleurs inscrit en cours de master quand j'ai découvert le développement personnel. Et dans le développement personnel, je sais c'est vaste, il y a un livre, Une tête bien faite de Buzan, il s'appelle Buzan. C'est grâce à ce livre en fait que je me suis dit mais je perdais mon temps à l'école. Parce que dans le livre, il apprend aux gens comment apprendre.
Et quand j'ai appris comment apprendre, je me suis dit, mais mes parents ont perdu de l'argent, en fait, à m'envoyer à l'école. Parce que on te dit toujours, regarde, fais un feedback, tu verras, on te dit toujours, va apprendre tes leçons. Qui t'a fait asseoir un jour et t'a dit, Christ, voilà comment on apprend. Tu ne verras pas. Et je suis d'accord avec ce point que tu viens d'évoquer parce que j'écoutais récemment un podcast de Wale. Je ne sais pas si tu le connais, le fondateur de Darwin. Darwin, ok. Wale Gbadamossi. Et il disait dans le podcast que ce que lui veut enseigner à sa fille ou à ses filles, parce qu'il a 2 filles, c'est d'apprendre à apprendre et aimer apprendre. Okay. Parce que l'information aujourd'hui, elle est disponible. L'information, c'est plus comme avant où pour avoir un livre, un bouquin, tu es obligé de trimer, de te rapprocher de telle ou telle personne, d'aller à la librairie, forcément à la bibliothèque. L'information est disponible. Et l'essentiel, c'est de nourrir sa curiosité, de chercher à avoir l'information et donc aimer apprendre. Et là, je te rejoins parfaitement sur ce que tu viens de dire. Donc, continue. Donc, personne ne nous apprend comment apprendre. Personne ne nous apprend comment se concentrer. Parce que la concentration, c'est essentiel pour la consolidation des acquis, l'apprentissage, la consolidation des acquis. Personne ne nous apprend comment être motivé, comment s'automotiver. Personne ne nous apprend la méditation. Alors que c'est essentiel. Mais oui, il n'y a pas de processus d'apprentissage sans ces choses-là. Tu veux apprendre comment si tu n'apprends pas à être concentré? À te focus sur l'essentiel. Surtout dans notre monde moderne où le divertissement a pris des proportions vraiment démesurées. Tu vois, c'est triste. Et si on ne change pas les choses, franchement, on aura dans peut-être 10, 15, 20 ans, mais une génération de tarés. Excuse-moi, parce que aujourd'hui, tout est disponible, mais personne ne va vers ce qui est vraiment essentiel, qui sont la culture générale, une bonne communication écrite ou orale. Aujourd'hui, je suis associé à Ilé Games, qui est un bar ludique, le tout premier. On a reçu des candidats dans un processus de recrutement. Mais Christ, excuse-moi, mais quand tu vois des CV, tu te demandes, mais tu limite, vois, quoi. C'est catastrophique. Tu vois. Et qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui si tu ne sais pas parler ou écrire? Le monde est de plus en plus compétitif et ces soft skills-là te permettent en fait de te distinguer. Parce que déjà, quand on envoie des CV à des recruteurs, déjà 50% des CV sont balayés. Parce que ça ne respecte aucune forme, aucun fond. Déjà, si tu arrives à bien présenter ton CV, à ne pas faire de fautes, à être ordonné, surtout que toi, tu es très exigeant sur les fautes. Non, mais c'est très important. Ouais. C'est la base, c'est la moindre des choses. Parce que c'est ton premier contact avec la personne. Le CV, l'objectif d'un CV... C'est l'image que cette personne a de toi. Systématiquement. L'objectif d'un CV, ce n'est pas d'avoir l'emploi, c'est de décrocher un entretien. Et si déjà la personne n'a aucune envie de te recevoir, tu vas aller faire quoi? Mais celui qui reçoit ton CV se dit, mais déjà avec un CV qu'il a préparé, il y a des fautes. Il n'y a aucune forme. Imagine maintenant, tu lui poses des questions en live. Pour ce que tu as préparé, tu n'as pas réussi, mais en live, tu veux faire quoi? C'est chaud. Donc, c'est un peu ça. Après l'école, il y a la religion. L'école, il y a tellement de choses à en dire parce que il faut vraiment revoir les choses. Nous sommes en 2025 et tu vas dans les écoles, il n'y a pas l'initiation à l'informatique, pas comme il se doit, alors que nous sommes à l'ère du numérique. L'IA qui prend beaucoup plus de place. Poutine l'a dit, l'avenir appartient à celui qui maîtrisera l'IA. Et tu vois, toutes les guerres qui se font aujourd'hui, c'est la guerre de l'intelligence artificielle. Et pour te dire, aujourd'hui, j'ai reçu une notification d'une chaîne YouTube que je suis qui s'appelle Vision AI.
Vision AI, c'est une chaîne qui parle d'Elon Musk et de ses projets faramineux. Et apparemment, la Chine a sorti un modèle puissant. Si je ne dis pas de bêtises, c'est R1. J'ai reçu la notification ce matin, donc j'irai voir la vidéo après le podcast. Okay. Donc, pour te dire que c'est vraiment une guerre qui se mène. La guerre, on n'est plus à l'ère de la guerre des données comme on le dit. Ouais. Ici, c'est quelle IA performe le plus, quelle est la puissance de l'IA en réalité. Donc, tu peux continuer. Donc, c'est un peu ça. Comment est-ce qu'on peut être compétitif si on n'est pas à la pointe de la technologie ou si on ne s'en rapproche pas un peu? J'étais à une conférence, je crois, l'année dernière, en début d'année dernière, et ça portait sur la communication en général. Et après la conférence, je le fais toujours, j'ai eu à échanger avec des personnes, et ces personnes m'expliquaient qu'elles ont participé à un concours, elles ont représenté le Bénin dans un concours, et le but du concours, en fait, c'est de mettre les candidats dans une situation de dirigeant d'entreprise, mais en temps réel, où on leur communiquait des informations et ils devaient prendre des décisions pour optimiser la survie de l'entreprise. Et ces gens-là m'ont dit que pendant qu'ils étaient en train d'analyser des données sur des papiers, les autres candidats qui étaient des Maghrébins, eux, ils renseignaient les données dans des logiciels qui leur sortaient des résultats, pendant que les nôtres étaient à des calculs sur les papiers. Tant que les choses seront comme ça, on ne sera jamais compétitif sur le marché international. On va toujours se faire avaler par des gens qui sont évolués. Donc, on a parlé de l'éducation, la famille, l'école. Après, c'est la religion. Je pense qu'on va laisser ça de côté. Ouais. Sinon, on va créer assez de mécontents. Ouais. Mais je suis de ceux qui pensent que, franchement, la religion fait partie des choses qui nous arrièrent. Peuple africain. Je pense, je n'ai pas l'habitude des autres pays, mais je pense que nous sommes l'une des rares nations où tu appelles quelqu'un dimanche pour travailler et il te dit « Je ne peux pas, je vais à l'église ». Pourtant, le travail a été institué par Dieu lui-même. Mais ces mêmes personnes te diront « Tu as travaillé pendant 6 jours, c'est reposé le 7e jour ». Ouais, je ne refuse pas, mais attends. À partir du moment où tu es entrepreneur, imagine, tous les plombiers vont à l'église. Et que tu as une fuite le dimanche. Tous les plombiers vont à l'église dimanche. Ou tous les carreleurs, ou je sais pas, tous les électriciens disent qu'ils vont à l'église les dimanches. Et tu as une panne chez toi. Tu fais comment? En tout cas, cette question, ce point-là un peu délicat. Ouais, on va pas entrer dedans pour ne pas perdre le fil. Alors, ce qui me sidère le plus chez toi, c'est ton réseau. Vraiment, ton réseau. Tu collabores avec des personnes, des personnes te reconnaissent pour la qualité du travail que tu fais. Moi, j'aimerais savoir comment tu as réussi à bâtir ton réseau. Déjà, en écoutant ton parcours, je comprends, mais quels sont les soft skills que tu as utilisés, qui t'ont aidé, comment tu t'intéresses aux gens, quelles sont les questions que tu leur poses et comment tu restes pertinent? Ok. Alors, la première des choses, je vais pas cesser de le dire, il faut incarner ce que tu fais. C'est très important. Parce que tu ne peux pas dire, par exemple, que tu es pour le consommant local et quand on rentre dans ton salon, on ne voit que des meubles importés. Ça commence par là. Il y a de l'incohérence. La première des choses. Il faut inspirer confiance. Deuxième chose. Être crédible. Oui, ça englobe la crédibilité. Il faut inspirer confiance. Après ces deux choses-là, je vais rentrer dans le travail. Il faut que ton travail soit irréprochable.
ça va peut-être paraître étonnant, mais la plupart des personnes avec qui je travaille sur des projets, c'est par recommandation. Par exemple, j'ai travaillé avec tel DG. Et dans les coulisses, il entend qu'un autre DG a besoin de tel. Il fait, ah, écoute, contacte ce jeune homme. Il est très bon. Il sait ce qu'il fait. Il maîtrise ce qu'il fait. La plupart du temps, c'est comme ça. Et justement, je parlais. Quand tu entres en contact avec quelqu'un quelqu'un qui t'a été recommandé par une autre personne, cette personne-là met sa confiance entre tes mains. Tu es obligé, en fait, de ne pas la trahir. Alors, première chose. Deuxième chose, il faut montrer à cette personne que oui, ce pourquoi elle t'a appelé, tu le maîtrises. Et c'est paradoxal, c'est même dommage. Aujourd'hui, avec l'IA, tout le monde est expert. Tout le monde est expert dans un domaine. Parce qu'il suffit de rentrer une donnée dans l'IA, de questionner l'IA sur tel ou tel sujet pour que l'IA te sorte des réponses toutes faites. Tu essayes d'apporter quelques corrections et voilà, tu es expert. C'est dommage parce que, ce faisant, nous sommes en train de conférer une partie, mais la partie la plus importante en fait de notre être humain qui est notre cerveau. Nous sommes en train de déléguer une partie de notre cerveau à l'IA. Donc, tu vois, tu ne peux pas être crédible en allant chaque fois copier les demandes de tes clients dans l'IA pour avoir des réponses toutes faites. Ça ne participe pas à ta crédibilité. Alors, moi, plusieurs fois, il m'est arrivé de travailler sur des projets où des gens ont présenté des documents en béton, mais quand on s'est retrouvé en tête-à-tête où il n'y avait pas la possibilité de solliciter l'IA, mais ces gens-là ont montré leurs failles. Okay. Et c'est là que je me pose des questions. Est-ce que l'IA est là pour nous servir ou est-ce qu'elle est là pour être notre maître? C'est la question que moi je me pose. Alors, l'autre chose qu'il faut pour développer son réseau, c'est il faut toujours avoir quelque chose à offrir. Je suis d'accord avec toi. Donc, je te donne deux cas de figure. Entre une personne qui, de temps en temps, appelle ses clients pour prendre de leurs nouvelles, savoir si tout va bien, etc. Et une autre personne qui appelle seulement pour savoir s'il y a des contrats. Je prends direct la première personne parce qu'elle s'intéresse à moi. C'est ça. Non parce que j'ai directement à lui offrir. Merci. Donc, pour le réseau, c'est un peu ça. C'est très important. La deuxième chose par rapport au réseau, c'est... voilà, je vais donner un exemple. C'est toujours mieux. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la théorie de l'expansion du gourou? Pas vraiment, mais vas-y, explique-moi. D'accord. Alors, la théorie de l'expansion du gourou, c'est une théorie qui dit que à partir du moment où vous êtes suffisamment bon dans un domaine très connu, célèbre, vous avez d'office de la légitimité, même dans des domaines qui ne sont pas les vôtres. C'est-à-dire en dehors de votre niche. Parce qu'on se dit, si tu as réussi dans tel domaine, c'est que tu as quelque chose à nous apporter, que tu pourras nous aider à réussir aussi dans tel domaine. Merci. Donc, tes expériences, ton expertise parlent pour toi. C'est ça. Merci, tu l'as si bien résumé. Donc, la théorie de l'expansion du gourou intervient pleinement dans la construction de ton réseau. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu as un nom, tout devient facile. À partir du moment où tu es connu comme expert, comme maître, comme la référence dans un domaine, on peut t'appeler, on peut te solliciter pour des domaines qui ne sont même pas dans ta niche. Et ça, c'est très important pour un réseau. Est-ce que tu sais pourquoi tout le monde veut aller dans les villes ou dans les grandes nations? Parce qu'il y a beaucoup plus d'attractivité. C'est ça. Si tu veux bâtir un réseau solide, il faut travailler sur ton attractivité. C'est très important. Et pour ça, il faut créer des choses. Tu vas voir que les grandes nations qui reçoivent tout le monde, qui abritent tout le monde, sont des nations qui ont
qui ont développé suffisamment de connaissances. Tu vois, quand tu développes de la connaissance, tu illumines. C'est pour ça, quand tu prends le globe terrestre ou une carte du monde la nuit, tu vois qu'il y a certaines nations qui sont tellement illuminées et d'autres pas. Et les hommes sont attirés par ce qui est lumineux. Oui. Ce qui fait que tout le monde afflue vers les métropoles, les grandes villes, les grandes nations, etc. Pour dire quoi? Le réseau se construit par l'attractivité, c'est-à-dire ce que tu as à offrir, ce que tu as vraiment développé qui suscite l'attraction des autres. Voilà. La dernière chose que je peux dire par rapport au réseau, c'est qu'il faut toujours montrer que tu es au top dans ton domaine. Parce que ça, les gens ne vont pas te solliciter si, par exemple, en 2024, 2025, où on parle par exemple de neurosciences cognitives, tu viens, tu débarques avec des idées anciennes. Et tu dois update tes connaissances. C'est très important. Ton expertise. C'est très important. Voilà un peu sommairement ce que je peux dire sur comment j'ai réussi à construire mon réseau. Déjà, le bouche à oreille, les recommandations. Je prends souvent des nouvelles, je nourris, j'entretiens les relations. La qualité aussi du travail que tu fais. Oui, il y a la qualité. Tu peux, il y a aujourd'hui sur LinkedIn, bon, je prends LinkedIn comme un cas d'exemple. Tu vois des personnes qui font des publications qu'elles même n'écrivent pas. Elles délèguent cela à l'IA, alors qu'il y a des choses qu'il faut déléguer à l'IA, comme tu le disais. Ouais. La création, c'est quelque chose c'est ta patte, quoi. Tu ne peux pas confier la partie créative de ton boulot, de ton travail à l'IA. Parce qu'on t'appelle justement pour l'expertise. Justement. On ne te paye pas parce que tu dois aller taper un prompt dans ChatGPT pour avoir... Le chef d'entreprise aussi peut taper le prompt. C'est à la portée de tout le monde. À quoi bon? Tu es expert. Tu dois être en mesure de... Et tu vas remarquer que je suis de moins en moins présent sur LinkedIn. En fait, c'est un réseau où tu vois tout et n'importe quoi. Et quand je pense à ce que LinkedIn, je te jure, quand je vois ce que LinkedIn était et ce que LinkedIn est aujourd'hui, je me dis qu'on est en train d'aller dans le décor. Et malheureusement, tu vas remarquer que les gens qu'on sollicite les plus ne sont pas forcément les meilleurs, mais ceux qui communiquent le plus. Parce qu'ils sont visibles. Et c'est bien. C'est bien de se vendre. C'est bien de travailler sur l'image de marque, personal branding. Mais encore faut-il en avoir dans la tête. Moi, j'aime bien quand je finis mes conférences et que des gens me disent « Ah, Monsieur Peggy, vous avez changé ma vie. » Là où je suis, je pense que tu mesures l'impact que tu as. Je te jure. Et tu vois, l'effet papillon. Un tout petit battement d'aile d'un papillon peut créer un tremblement de terre à l'autre bout du monde. Tu vois, une vie que tu transformes, c'est plusieurs autres vies derrière qui suivent. Et je le dis souvent, mais on rigole, on pense que je suis en train de raconter du n'importe quoi. Là où je suis, je peux mourir en paix. Je sais que j'ai encore beaucoup à donner, j'ai beaucoup à offrir, mais je pense que le simple fait d'avoir déjà impacté une seule vie, ça me suffit. Ça me soulage largement. Et ça me montre que je suis d'autant plus sur le bon chemin. En tout cas, merci pour tous ces conseils-là que tu sais. C'est tellement édifiant et je suis sûr que les gens qui écoutent ce podcast en apprennent davantage et sont édifiés par tout ce que tu dis parce que c'est tellement pertinent. C'est pourquoi je ne veux même pas te couper. Je veux que tu ailles au bout de ton raisonnement parce que je trouve tout ce que tu dis très, très pertinent et très bien expliqué. Okay. Un autre point qu'on va aborder. Ouais. Tu as fait plein de choses. Tu as été office manager. Quelles sont les grandes leçons que tu as apprises durant ton parcours? Oh là là, tu m'envoies encore une colle. Écoute, je dirais la première des choses, ce sont les pires personnes qui t'apprennent les meilleures leçons de vie. C'est la première chose que je peux dire de mon parcours. Et tu vas remarquer que quand tu traverses des situations, sur le coup,
tu en veux au monde, Oui, oui. tu en veux à tout le monde, Tu trouves que c'est injuste? tu trouves que c'est injuste, etc. Mais quand tu prends du recul, tu te rends compte que oui, mais ce truc que tu viens de traverser, en fait, c'était un tremplin pour résoudre une autre situation qui va venir plus tard. Naturellement, avant de marcher, il faut apprendre à aller à quatre pattes. Donc, si tu ne traverses pas certains problèmes aujourd'hui, tu n'auras pas assez d'expérience ou de matière pour résoudre les problèmes plus grands qui t'attendent devant. Ouais. Parce que plus tu montes, plus les problèmes viennent en intensité. Donc, dit comme ça, c'est la première chose que je peux retenir. La deuxième, c'est il ne faut pas, en fait, donner plus de pouvoir à quelqu'un qu'il n'en faut sur toi. J'étais à une conférence ou un panel la dernière fois où on parlait de santé mentale. Et j'étais là, j'étais surpris de voir tout le monde dégringoler le chef d'entreprise en disant que oui, les chefs d'entreprise ne pensent jamais au bien-être de leurs employés, nanani, nanana. Et je me dis, mais dans quel monde on est? Où est la limite, par exemple, entre le chef d'entreprise qui veut booster ses collaborateurs en leur demandant de toujours donner plus et le chef d'entreprise qui ne pense pas au bien-être de ses employés? Parce que d'autant vont penser que le fait de tout le temps leur demander de donner plus, ça va agir sur leur santé mentale. Mais si tu as un chef d'entreprise qui est, disons, qui est pour le dépassement de soi, à quel moment il y a une frontière entre je veux que vous donniez plus et je veux que vous mainteniez votre santé mentale intacte? J'ai posé la question comme ça et tout le monde a commencé par ah, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais c'est dangereux. Déjà, en tant qu'employé, tu ne peux pas confier ta santé mentale à ton employeur, ce qui n'a aucun intérêt à veiller sur ta santé mentale. La santé mentale, c'est d'abord toi-même. Pourquoi? Tu vas au boulot, c'est pourquoi? C'est pour atteindre des résultats. On est bien d'accord. Et l'employeur, tant que tu n'as pas atteint ces résultats, il est toujours derrière toi. Bien. Ta santé mentale est impactée à quel moment? Quand les objectifs sont supérieurs à ce que toi-même tu penses que tu peux donner. Mais j'ai posé la question le jour-là. À quel moment l'employé ou le collaborateur se dit « Mais en me demandant de donner plus, le boss, il me rend service. » Maintenant, l'autre question qu'il faut se poser, c'est comment je fais pour être à la hauteur? Tu ne dois pas te poser la question de savoir mais pourquoi il te demande autant de travail? Mais comment je fais pour être à la hauteur des attentes que mon patron place en moi? À partir du moment où tu te poses ces questions-là, tu es en train de vouloir grandir. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur soi. C'est très important parce que si tu ne travailles pas sur toi-même, tu vas céder, tu vas craquer. Et je t'ai dit à l'entame que je suis beaucoup pour la vertu antique. Et je disais à la suite que nos précurseurs avaient déjà réussi à tout pour nous aider à nous en sortir dans ce monde. Je te prends une notion simple comme le stoïcisme qui a été développé qui a été créé à l'an 3 avant Jésus-Christ par les stoïciens. Le stoïcisme dit quoi? Enfin, il me faut 1 heure pour parler de ça, mais je vais essayer de résumer un peu. Le stoïcisme, c'est 3 choses. Première chose, il y a ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Tu vas au boulot. Le patron, il t'a employé pour travailler, pour atteindre des résultats. Les objectifs qu'il t'assigne ne dépendent pas de toi. C'est ce qu'il juge utile pour la vision de son entreprise. De sa boîte. Et tu as signé pour travailler pour lui. Il te fixe des objectifs, ça ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est de les atteindre. Mais parce qu'on te
t'attribues ou t'assignes des objectifs, tu penses déjà qu'on est en train de heurter ta santé mentale. Alors, cette question de santé mentale Oui. est à prendre avec beaucoup de pincettes pour ne pas... Parce qu'il y a des gens qui souffrent vraiment de ça. Ils souffrent de ça, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des patrons toxiques qui, par exemple, toi, tu veux évoluer, tu veux être challengé, mais tu te retrouves dans un environnement où ton travail n'est pas valorisé. Il y a de tout dans ce monde. S'il y a une règle, c'est qu'il y a une exception. Donc, dire là, par exemple, que c'est le patron te challenge en quelque sorte et c'est à toi de te remettre en question et de te dire alors comment je fais pour atteindre ces objectifs qui m'ont été fixés et tout. C'est peut-être ça va marcher pour d'autres personnes, mais pour d'autres personnes, ça ne marchera pas parce que déjà l'environnement ou le cadre dans lequel ils sont, le cadre dans lequel ils travaillent ne leur apporte pas l'épanouissement qu'il faut. Et ça déteint sur leur vie personnelle également. Donc, c'est un sujet vraiment, je sais pas comment le dire. Tu vas remarquer qu'on est en train de dire la même chose. Déjà, retiens un truc. Florence Kovelchine, elle l'a dit dans son livre « Le jeu de la vie et comment le jouer ». Je te le recommande si tu ne l'as pas encore lu. Elle dit « Aucun homme n'est ton ami. Aucun homme n'est ton ennemi. Tous les hommes sont tes maîtres et chacun a une leçon à t'enseigner. Une fois tes leçons apprises, tu seras libéré. » Je reprends. « Aucun homme n'est ton ami. Aucun homme n'est ton ennemi. Tous les hommes sont tes maîtres. Et chacun a une leçon à t'enseigner. Une fois tes leçons apprises, tu seras libéré. Pourquoi j'ai commencé en disant que ce sont les pires personnes qui t'apprennent les meilleures leçons? Moi, je ne suis pas en train de me mettre dans la peau de l'entrepreneur. Je suis en train de donner des outils aux collaborateurs pour qu'ils s'en sortent, peu importe l'environnement. Et le stoïcisme, c'est ce qu'il faut même pour garder la tête haute dans notre monde d'aujourd'hui. Vois les facteurs qui dépendent de toi et ceux qui ne dépendent pas de toi. J'en viens. Donc, je disais, première chose, il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Je donne un exemple. Tu sors de chez toi lundi matin pour aller au travail. Tu t'habilles, tu mets ton plus beau costume et tu sors de chez toi, tu remarques qu'il pleut. Pourquoi tu te mets en colère? Parce que la pluie gâche quelque chose. Peut-être que tu as déjà des objectifs, un plan bien défini. Écoute-toi bien. La pluie gâche quelque chose. Oui, bien. Ça te comprend dans ta planification. C'est ça. Est-ce que la pluie dépend de toi? Pas vraiment. Pourquoi ça t'affecte? Parce que j'ai décidé à ce que ça m'affecte. Ouais, tu as décidé. Tu vois ce qu'on dit? La plupart du temps, notre santé mentale, c'est nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai dit, ne donne jamais plus de pouvoir à quelqu'un qu'il n'en faut sur toi. Et je l'ai dit aussi, change ta perception d'une chose et tu changes la chose elle-même. Maurice Merleau-Ponty, dans la phénoménologie de la perception. Quand tu prends quelque chose comme quelque chose de nuisible, ça va te nuire. Quand tu prends ça comme occasion pour te transformer, ça va te transformer. La perception. Et ça, c'est Ivan Hama qui l'a dit. Prends toute situation comme occasion de se transformer, c'est grandir véritablement. C'est très important. Moi, dans ma peau, je ne peux que donner ces outils-là parce que je me dis, ça ne sert à rien d'incriminer tout le temps le boss. Parce que c'est des millions qu'il a mis dans son entreprise boîte, et il s'attend à des résultats. Donc, le stoïcisme, j'en reviens. Donc, c'est la première chose. Il pleut. Qu'est-ce que tu fais? Tu as 3 choix. Soit tu braves la pluie, tu montres à ton patron que oui, tu es un employé sur qui il faut compter même dans les situations compliquées. Deuxième option, tu attends calmement dans ton canapé. La pluie se calme. Tu continues ton chemin. Oui. Troisième option, quoi? Non, il n'y a que ces 2 options.
Excuse-moi soit pour tu la braves, tu braves la restes pluie, chez soit toi. tu attends. Tu n'as pas en fait à te mettre dans tous tes états. Parce que, remarque bien, tu te lèves comme ça, il y a une pluie, tu te mets en colère, tu vas voir que ça va gâcher en fait tout le reste de ta journée Ça, c'est vrai. pour quelque chose qui ne dépend pas Pas de toi. Tu vois la force du stoïcisme. Donc, première chose, il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Deuxième chose, rien de ce qui ne dépend pas de toi ne doit t'affecter. Tu vois. Et comme je l'ai dit, quand il pleut, tu as deux options. Tu braves la pluie ou tu restes chez toi. Il n'y a pas de troisième option. Il n'y a pas de colère, il n'y a rien. C'est comme tu heurtes ton pied contre le bord du lit et tu te mets à insulter le bord du lit. Mais c'est un objet inanimé. C'est toi qui es allé te heurter contre lui. Mais tu savais pas. Justement, pourquoi te mettre en colère? Ben, tu prends sur toi, tu te dis, bon, de toute façon, c'est quelque chose qui est arrivé. Je passe à autre chose. Ouais. Tu vois. Donc, deuxième chose du stoïcisme. Troisième point, le problème, ce n'est jamais la situation en elle-même, c'est l'interprétation qu'on en fait. C'est fort. Je te donne encore un exemple. Remarque bien, ça t'est déjà arrivé de tomber, de trébucher, de tomber dans un lieu public? Non, pas vraiment. Non, ok. Pas vraiment. En fait, des gens à qui ça arrive, ceux qui nous suivent pourront témoigner. Tu vas remarquer, quand tu trébuches, tu tombes quelque part, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a personne qui te regarde? Tu te relèves rapidement. Tu te relèves rapidement. Ouais. C'est comme l'enfant qui tombe, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand il y a du monde? Tu as honte de te relever. Tu as honte. Est-ce que c'est pas la même situation, tomber, qui a entraîné ces deux différentes choses? Ouais. Donc le problème, ce n'est pas que tu es tombé. Le problème, c'est parce qu'il y a des gens. Et tu vas remarquer que en réalité, personne ne te regardait en fait. Tu vas te relever, tu vas faire un tour circulaire, tu vas voir que personne ne te regardait. Pourquoi? Parce que chacun a ses problèmes. Donc, troisième point du stoïcisme, le problème, ce n'est pas la situation que tu traverses, c'est l'interprétation que tu en fais. Tu l'interprètes mal. Quand tu prends la chose comme occasion de te transformer, ça te transforme. Quand tu prends ça comme quelque chose qui va te nuire, ça va te nuire. C'est comme... Très intéressant. Un dernier exemple. Oui. Il y a 3 messieurs qui travaillaient à la construction d'une œuvre, d'une église, d'une cathédrale, pour être plus précis. Et les 3 avaient le même travail, c'est-à-dire quoi? Donner de la forme au fer. Et il y a un monsieur qui est venu visiter la cathédrale en ses avancées et il vient voir le premier homme qui travaillait sur les fers. Il lui dit, mais écoutez, monsieur, vous êtes en train de faire quoi? Et là, le monsieur qui travaillait répond, ah, écoutez, je suis en train de faire le même travail chiant depuis des mois. Franchement, ça me donne mal à la main. Je suis fatigué de ce fameux boulot. J'ai vraiment envie de passer à autre chose. Il fait, ah, d'accord, monsieur. Ah, écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage. Ça va aller. C'est pas facile, mais tenez bon. Et il avance un peu, il vient chez le deuxième. Il demande au deuxième la même question. Ah, écoutez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il répond, ah, monsieur, écoutez, je prends du plaisir à travailler parce que voilà, ça me permet de nourrir ma famille. Mes enfants, quand je rentre à la maison, ils sont tout contents parce que je suis allé au travail. En plus, j'aime bien ce que je fais. Ça me passionne. Avec le sourire. Et le monsieur qui visitait le chantier, lui a dit, mais c'est super, vous êtes enthousiaste, j'aime bien comment vous travaillez, vous prenez les choses du bon côté, etc. Il avance vers le troisième, il dit, même question, ah monsieur, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et là, lui répond, ah mais écoutez, je suis en train de travailler sur la construction de cette cathédrale. D'ici 30, 40, 50 ans, mes enfants pourront dire à leurs amis, ah, mon père a travaillé sur cette cathédrale. Les 3 faisaient la même chose, mais voyaient cette chose-là différemment. C'est sur ça qu'il faut travailler, en fait.
en tant qu'être humain dans ce monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que ça m'apporte à court, moyen et long terme? Si dans le long terme, le bénéfice est là, alors supporte. Parce que tu sais que dans tous les cas, tu es en train de gagner devant. Non. Mais si tu prends la situation tout de suite comme quelque chose qui va te nuire, mais tu ne continues pas. Or, tu vas voir tous les grands hommes qui ont accompli de grandes choses dans ce monde, c'est l'adversité. C'est dans l'adversité qu'ils ont appris. Forcément. Donc, pour te répondre, voilà un peu les leçons que tu as apprises. Que j'ai apprises. Et il y en a plein d'autres, hein, mais je vais garder ces deux-là. En tout cas, c'est très intéressant ce que tu dis. Ma prochaine question. Ouais, dis-moi. Comme je te l'ai dit, j'ai beaucoup de questions pour toi. J'aime tes réponses. Selon toi, quelles sont les compétences essentielles que toute personne devrait développer dans les 5 prochaines années? D'accord. La première compétence, c'est l'adaptabilité. Pourquoi l'adaptabilité? Parce que les tu choses dois être changent en mesure. Oui, le monde est dynamique. Folle. Le monde est dynamique. Avant, quand on parlait de long terme, c'était quoi? 20 ans? 25, 30 ans? Aujourd'hui, quand on parle de long terme, les Japonais aujourd'hui, quand ils disent long terme, c'est 5 ans. 5 ans. Parce que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'ubérisation du monde. C'est un exemple. Alors, tu as des gens qui travaillent dans un domaine. D'accord? Ils font des années dans ce domaine-là. Et tellement les choses avancent vite que un petit universitaire de rien du tout qui est dans un petit studio, avec un ordinateur, une connexion Internet, développe une application qui balaie du revers de la main tout ce que tu as construit jusque-là. Tu fais comment? Il faut se réinventer. J'aime ce mot, se réinventer. Il faut se réinventer. Il faut s'adapter. Parce que le père de l'évolutionnisme, Charles Darwin, merci, il l'a dit, les espèces ne meurent pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes, parce qu'elles manquent d'intelligence. C'est parce qu'elles n'ont pas su s'adapter. Parce qu'elles n'ont pas su s'adapter. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres se sont adaptés. Et pour notre postérité, nous devons également nous adapter. L'adaptabilité. Première compétence. Très important. Alors, deuxième chose, une communication écrite et orale, mais vraiment à la pointe. Il n'y a rien à faire parce que, je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez rien faire aujourd'hui sans bien parler, sans bien écrire. Très important. Très important. Troisième chose, il faut avoir un mental d'acier, un mental à toute épreuve. Parce que aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est quoi? Déjà, regarde le taux de suicide qu'il y a à travers le monde. Ce n'est pas que ces gens-là traversent des situations insolubles. C'est parce que à un moment donné, ils ont décidé d'abandonner, de lâcher. Et les problèmes, en fait, Karl Marx, les problèmes surviennent quand les conditions matérielles pour les résoudre existaient déjà. Karl Marx parle de l'antériorité de la solution sur le problème. C'est parce qu'il y a une solution qu'on appelle ça problème. Sinon, on n'appellerait pas ça problème. Donc, quand un problème survient, il ne faut jamais se demander, il ne faut jamais se dire, il ne faut jamais prier pour ne pas avoir de problème. Il faut prier pour être apte à apporter des solutions à ces problèmes-là. Et tu le sais, toute idée entrepreneuriale part d'un problème. Les grands entrepreneurs on lance une entreprise parce qu'on a identifié un problème qu'on souhaite résoudre. Oui. Donc, il faut ce mental d'acier-là. Parce que il y a trop d'intérêt à avoir ce mental-là aujourd'hui. Tu as des gens qui se suicident parce que leur mari ou leur femme les ont laissés.
Tu as des gens qui se suicident parce qu'ils ont perdu un emploi. Tu as des gens qui se suicident parce que, ouais, on les a emmerdés. On les insulte pendant les récréations. Ah, tu es trop grosse. Tu as trop de boutons sur le visage. Et les enfants, ils n'ont plus du tout envie d'aller à l'école. Ce mental-là, c'est ce que ça permet d'être résilient. D'être toujours là pour répondre efficacement à tout ce qu'on traverse. Pour ça, il y a Nassim Nicolas Taleb. Je ne sais pas si tu le connais ou si tu as entendu parler de lui. Pas vraiment. Nassim Nicolas Taleb, c'est un probabiliste et économiste. Il est américano-iranien, si je ne me trompe pas. Il fait partie des rares auteurs qui ont prédit les crises que nous traversons aujourd'hui. Et lui, il a fait sortir des concepts très intéressants. Et l'un de ces concepts, c'est l'antifragilité. Alors, l'antifragilité, c'est quoi? Imagine ce plastique, d'accord? Imagine qu'il est en bouteille, d'accord? Quand tu le prends et que tu le lâches, qu'est-ce qui se passe? Ça va se casser. Ça va se casser. Très bien. On dit qu'il est fragile. Fragile, merci. Prends la même bouteille, mais dans cette matière, c'est-à-dire en plastique. Tu la lâches. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne se casse pas, généralement. A priori, rien ne se passe. Ou du moins, même si quelque chose se passe, même s'il s'abîme, ça ne va pas endommager le contenu. Oui. On dit que c'est... Pas du tout fragile, ou je sais pas. Robuste. Pas robuste, là, parce que c'est du plastique. Non, mais c'est robuste. Bon, ça se casse pas. C'est incassable. Un objet est robuste quand le choc ne lui cause aucun dommage. La robustesse, c'est un peu ça. Maintenant, imagine que ce plastique soit dans la matière du tennis, la boule de tennis par exemple. Quand je le lâche, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il rebondit plus fort. Plus tu le lâches en hauteur, plus il rebondit plus fort. Le tennis, la boule de tennis, tu vois. On va dire que la boule de tennis est antifragile. Alors, l'antifragilité, c'est quoi? C'est la capacité d'un organisme, d'un humain, d'une entreprise qui ne se fait pas, enfin, qui n'est pas atteint par les chocs. C'est un organisme que les chocs renforcent au lieu de neutraliser. Okay. Tu vois un peu? Je comprends ce que tu veux dire. Et pour le petit exemple, tu prends l'entreprise Zoom par exemple. Zoom a flanché. Zoom a connu une hausse pendant Covid. Pendant le Covid. Tu vois, pendant que d'autres entreprises ont sombré. Zoom est antifragile. Et l'antifragilité dans notre monde d'aujourd'hui, c'est très important. Une situation t'arrive aujourd'hui. Quelle est ta capacité à rebondir? Quelque chose de grave t'arrive. Quelle est ta capacité, ta résilience? Qu'est-ce qui te permet, sur quoi tu te rabats en fait pour rebondir de cette situation? Et surtout rester lucide. C'est ça. Il faut de la lucidité pour ça. Parce que quand tu rentres dans tous tes états, non seulement tu te fais du mal, mais tu n'es pas dans la posture de trouver des solutions. Pour ça, il faut éviter de paniquer quand des choses graves nous arrivent. Parce que derrière quelque chose de grave qui t'arrive, il y a toujours une leçon. Ça, c'est vrai. Tu vois. Ouais. Donc, à part cette notion de... Enfin, le mental à toute épreuve, il y a le dépassement de soi. Moi, je pense que c'est une compétence aujourd'hui très importante parce que le monde devient de plus en plus compétitif. Et il y a Simon Sinek, c'est un conférencier très brillant, britannique. Il a développé ce qu'on appelle la théorie de l'essai-erreur. L'essai-erreur, c'est quoi? Les livres d'histoire américains nous enseignent que les frères Wright ont fait décoller le tout premier avion. Il y a des polémiques autour, mais c'est leur référence, on s'en tient à ça. Donc, les frères Wright, qui sont-ils? À l'état civil, c'est des vendeurs de pièces détachées dans le Dayton, dans l'Ohio. C'est-à-dire quoi? Une ville qui n'était pas assez connue dans le temps aux États-Unis. Et le plus diplômé d'entre eux avait le CEP. Tu vois? Et tu te demandes en fait, quand tu apprends que ce sont ces gens qui ont fait décoller le tout premier avion, tu te demandes mais comment ils ont fait? Mais la question n'est pas là. La question c'est
est-ce qu'ils ont été les seuls investis de cette mission? Non. Bonne question. Parce que derrière, il y avait un monsieur qu'on appelle Samuel Pierpont Langlais. Personne n'entend parler aujourd'hui parce que justement, il a échoué. Bien que ses travaux ont quand même renforcé dans le domaine, parce qu'en voulant faire ça, justement, il a découvert d'autres choses qui ont contribué à l'aéronautique. Mais ce monsieur, il était le gendre idéal. Samuel Pierpont Langlais. Il avait tous les laboratoires à sa disposition. Il y avait le New York Times qui le suivait partout pour informer de l'avancée de ses recherches. Il déjeunait avec le président de la République dans le temps. Il allait jouer au golf avec lui, déjeuner ensemble. Pourquoi ce n'est pas lui qui avait tout à sa disposition, qui était le gendre idéal? Pourquoi ce n'est pas lui qui a fait décoller le tout premier avion? Et ce sont les frères Wright qui l'ont fait. Pourquoi selon toi? Très belle question. Ouais. Parce qu'il était dans le confort, je sais pas. Parce qu'il n'y a pas pensé, je sais pas. Ou il faisait des recherches sur d'autres choses. Peut-être que c'était pas ça sa priorité du moment. Ok. Oui, je vois. Tes réponses sont pertinentes. Mais en réalité, c'est à cause de la notion d'essai-erreur dont je parlais tout à l'heure. Je m'explique. Les autres ont plus essayé que lui, c'est ça. Pendant qu'il était dans les laboratoires et qu'il ajustait les choses... autres étaient sur le terrain. Ils étaient sur le terrain. Ah, ouais. Ils se crachaient. L'histoire raconte qu'ils se crachaient 3 fois par jour dans les champs de mines. Alors, l'essai-erreur, c'est quoi? Parce que chaque fois qu'ils se crachaient, c'était l'opportunité pour de réajuster quelque chose qui n'allait pas. Pendant que l'autre était dans un laboratoire, il n'avait pas la possibilité de réajuster des choses. Il était dans ses théories, dans les études, etc. Pendant que les autres se crachaient 3 fois par jour. Alors, quelqu'un qui se crache 3 fois par jour, qui réajuste 3 fois par jour, et quelqu'un qui est dans un laboratoire et est en train de réfléchir à tout, qui a le journal, qui le suit un peu partout. Tu vois. La théorie de l'essai-erreur, c'est quoi? Simon Sinek, pour adopter l'accent anglais, il le dit si bien. L'échec a un diplôme. Ouais. Personne ne peut réussir tant qu'il n'a pas reçu ce diplôme, parce que par définition, quelque chose de nouveau ne se réussit jamais au premier essai. L'échec est un diplôme. Personne ne peut réussir tant qu'il n'a pas eu ce diplôme, parce que par définition, quelque chose de nouveau ne se réussit jamais au premier essai. Il faut cette compétence-là aussi, l'essai-erreur. Vous lancez un truc, vous vous lancez dans un business, vous allez cracher, vous allez échouer. Mais il faut essayer, il faut continuer d'essayer, de réajuster les paramètres. C'est ça. Et c'est ça qui fait que, en fait, on arrive à réussir. Et ça me ramène à la mentalité de Donald Trump. Tu le connais si bien, tu connais sa biographie. Quelqu'un qui a échoué tellement de fois, il a perdu sa fortune plus d'une fois. Et chaque fois qu'on lui demande, mais Monsieur Donald, Monsieur Trump, pourquoi est-ce que vous n'avez pas peur de vous relancer à chaque fois? Et il répond, ça la mentalité de Donald Trump, il dit, je l'ai déjà fait une fois, donc je peux le refaire. Ça, c'est vrai. Tu vois. Donc, ce sont des compétences que moi, je vais recommander aux gens. Il faut bien choisir son travail. Parce que si vous ratez, il y a 2 choses, si vous les ratez, c'est compliqué pour vous. Votre vie, votre carrière, enfin votre vie professionnelle et la personne que vous choisissez comme pour femme, cheminer avec vous. Votre compagne. Si jamais vous faites un mauvais choix sur l'une de ces 2 choses-là, vous êtes mort. Voilà un peu, il faut bien choisir, il faut bien faire son choix, il faut être exigeant. Ça, c'est très important. Les grands hommes vous le diront. Et les grands hommes, c'est d'abord leurs femmes. Il faut être très exigeant sur la personne que vous voulez choisir pour vous accompagner. Surtout si vous êtes un homme de vision. Sinon, vous allez rentrer dans le décor. Vous allez cracher en coup vous allez cracher. Un coup de chemin. Ce sont les compétences que je peux
recommander aux gens pour les 5 prochaines années? En tout cas, c'est ce que tu dis, j'entends, c'est très important. Tu ne parles pas forcément d'aspects techniques, mais ce sont Non, tu as des skills. Oui, des ce sont des skills. Tu sais, la technique, tu peux l'apprendre. Hein. Tu peux l'apprendre sur le tas. Mais les soft skills, si tu rates la base, c'est foutu. Ouais. Hein. Vraiment foutu. Donc, l'adaptabilité. Moi, je pense que, oui, tu peux apprendre. Moi, j'ai appris dans tellement de domaines qui n'étaient pas mon domaine à la base, qu'aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi je fais tout ça? Tu vois? Je me pose la question, mais la réponse est là, toute faite. Tu vas voir que je suis pratiquement disons, tu vas me poser un problème là tout de suite. Je vais rentrer dans le règne animal, je vais rentrer dans l'astrologie, je vais rentrer dans les neurosciences cognitives, je vais prendre des références cinématographiques, je vais prendre des livres, je vais prendre des films, enfin des dessins animés pour répondre à ton problème. Tu vois. Et cette transdisciplinarité-là, c'est en ça que ça m'aide. Je l'ai dit tout à l'heure, ce que tu mets en toi détermine directement ce que tu sors de toi. Donc, tout part de l'intérieur vers l'extérieur, comme ça. Le dirait Adjmal. C'est ça. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce sujet-là. En tout cas, merci pour tout ce que tu as apporté comme élément de réponse. Merci pour toutes ces choses que tu as partagées avec nous. Je pense que ceux qui écoutent le podcast sont édifiés. Et moi, je trouve inspirant tout ce que tu dis parce que c'est tellement détaillé, il y a de la profondeur. C'est pourquoi je te laisse finir. Mais nous n'allons pas pouvoir aborder parce que quand je regarde ce que j'ai préparé ici, oui. On ne pourra pas aborder tout aujourd'hui. Je propose qu'on fasse un deuxième épisode pour ce podcast précisément, où je te reçois, où on va pouvoir aborder tout ce qui est question de productivité. On va pouvoir parler des pièges de la conformité, un thème que tu as évoqué pendant ta dernière conférence. On va pouvoir aussi parler de ton livre, le pas de géant vers la vie souhaitée. Donc, qu'est-ce que tu en dis? Alors, de tout ça? Ouais. Je commence par quoi? Déjà de la productivité. Alors, la productivité. J'ai un module sur la gestion du temps et des priorités que je donne souvent en entreprise pour amener les gens tu vas nous le partager très rapidement. Oui, très rapidement. Alors, ce qu'on a dit à la fin. En matière de productivité, moi, je dirais, pour être productif, je divise mon temps en 3. D'accord? J'utilise un tiers de mon temps avec mon mentor, mon modèle, mes modèles, mes mentors, c'est-à-dire des gens de qui j'apprends. D'accord? J'utilise un autre tiers de mon temps avec moi-même parce que je considère que quand on acquiert de la connaissance, il faut la digérer, il faut la réadapter à soi-même. Et le troisième tiers de mon temps, je l'utilise avec mes enseignants. Pas mes enseignants. Les personnes à qui j'enseigne plutôt. Tu vois, les personnes que j'accompagne, les personnes qui suivent mes conférences, etc. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, on ne maîtrise mieux un sujet qu'en l'enseignant. C'est comme ça que j'utilise mon temps. J'apprends, je digère et je transmets. Tout ce que je fais, c'est dans cette logique-là. Maintenant, on est dans un monde de divertissement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se divertir. C'est très important, le divertissement, pour s'aérer l'esprit. Mais il faut déléguer, il faut choisir un temps pour ça. Vous ne pouvez pas vous distraire tout le temps. Ce n'est pas possible. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est quoi? Nous sommes tellement dans le divertissement que tu vas avoir des amis t'appeler. Ah, écoute, Peggy, Yassi, viens, on va s'amuser un peu. Quand tu analyses bien, tu réalises que ces gens t'appellent sur leur temps libre à eux. Ouais, ça c'est vrai. Pendant que toi, tu n'as pas atteint tes objectifs, et que tu végètes dans la procrastination ou que tu n'as pas encore les moyens matériels, le temps matériel pour atteindre tes objectifs, ces gens-là ont fini d'atteindre les leurs et ils t'appellent maintenant sur leur temps libre pour aller s'amuser.
Et c'est là, on est amis avec des gens qui, du jour au lendemain, achètent des voitures pendant qu'on est là et on est frustré. Non. Tu gères ton temps comme tu l'entends. Deuxième chose, et sûrement la dernière, qui va un peu résumer tout. J'ai une routine quotidienne. Bon, j'avoue, le fait d'avoir une compagne et un enfant a fait que j'ai perdu mon rythme, mais j'ai une routine quotidienne infaillible. Tu vois. Et je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu fais entre le moment où tu te réveilles et le moment où tu viens au boulot et que tu vas à tes activités professionnelles? Qu'est-ce que tu fais? Alors, sans langue de bois et sans tricher, voici ce que je fais. Je me lève le matin. Déjà que je me lève, souvent quand je me réveille, je reste dans le lit pendant 5 minutes comme ça. Okay. À penser déjà ce que je vais faire dans la journée. Ok? Parce que déjà avant de me coucher, je fais une to-do list. C'est-à-dire ce que j'ai à faire le lendemain par rapport à mon travail. Parce que actuellement, je suis beaucoup plus concentré sur ma vie pro et tout ce qui va avec. Donc, au niveau du perso, bon, on n'en parle pas, il n'y a rien qui se passe là-bas. Donc, c'est beaucoup plus concentré sur la vie pro. Donc, to-do list la veille. Pas une petite qui te fait tourner la tête. On en parlera dans le deuxième épisode du podcast. Donc, je reste 5 minutes dans le lit. Après, je lève. Je vais avouer, j'ai cette mauvaise habitude-là. Quand je sors du lit, je check toujours mon téléphone. Et je sais que c'est une mauvaise habitude parce que quand tu sors du lit, il faut déjà t'aérer l'esprit, ne pas toucher au téléphone. Mais pas que quand je vais sur le téléphone, je vais sur les réseaux sociaux. C'est deux choses différentes. Peut-être que je consulte mes mails, si j'ai reçu des partenariats ou pas, si il y a des trucs que j'ai oubliés que je dois faire durant la journée. Je finis ça, je me prépare, je vais me doucher parce que c'est pas tous les jours non plus que je fais du sport. Le sport, je le fais pendant le week-end. Je pensais que tu allais dire, c'est pas tous les jours que je me douche. Non? Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas tous les jours que je fais du sport. Ah, il faut se doucher, hein, les amis, c'est important. Il faut pas aller dans un milieu professionnel, pas bien lavé, pas bien parfumé non plus. Ça, c'est pas bon. Du coup, je ne fais pas du sport. J'aimerais le faire tous les matins si possible, mais c'est pas possible avec mon planning. Donc, je me douche, je me prépare, je prends ma moto et je viens au boulot. Et quand je viens au boulot, je me concentre sur ce que j'ai à faire, sur les tâches afin de respecter les délais qu'on m'offre et tout. Donc, c'est un peu ça ma routine le matin. Très bien. C'est bien, c'est très bien. Je disais que j'avais une routine infaillible. Alors, moi, ma routine, je la tiens d'un livre, The Miracle Morning, de Hal Herold. Alors, ce livre-là, il n'y a pas une seule personnalité influente qui ne l'ait pas lu. Renseigne-toi, tu verras. Et dans ce livre, il recommande en fait une routine matinale et qu'il a décrite dans un acronyme qui s'appelle SAVERS. C'est en anglais. Sauveur. Non, SAVERS. Bon, oui, disons ça comme ça. Mais non. Le S, c'est silence. Silence. Déjà, il recommande de se lever à 5 heures. Recommande de se lever à 5 heures parce que, pour des tas de raisons, il dit que l'univers est plus réceptif à nos prières, à nos doléances, etc. Donc, se lever à 5 heures. Et quand on se lève comme ça de son lit, tu le fais si bien, il faut rester silencieux. Parce que pendant ce temps de silence, le corps, l'âme et l'esprit sont alignés. Parce que tu vas voir que quand tu te lèves de ton lit et que tu descends tout de suite, tu vas qu'à tes occupations, tu es encore dans les vapes, tu n'arrives pas à être bien productif, tu n'es pas encore en toi-même. Donc, il dit d'adopter le silence pendant un certain nombre de temps. 5 minutes, c'est déjà bon, suffisamment. Et ça te permet d'adopter cette posture d'alignement de l'âme, du corps et de l'esprit. Alors, après ce silence, il y a A. Le A, c'est affirmation. Des affirmations positives. C'est très important. Parce que c'est comme un moteur pour soi, pour celui qui le fait. Tu mets la machine en marche, c'est quoi. C'est ça. Comme on le dit. Par exemple, il faut que j'atteigne mes objectifs aujourd'hui. Je veux être l'employé le plus
le plus en vue, le plus performant ce mois. Je dois atteindre mes objectifs. Je dois faire de la gratitude. Je dois aider mes proches dans des difficultés, etc. Donc, affirmation. Le V, c'est visualisation. Et visualisation, pourquoi? Parce que c'est ça qui te permet en fait de vivre les effets des affirmations que tu aurais faites un peu plus tôt. Tu vois. Et la visualisation, c'est d'autant plus important que tu vas voir tout ce qui a été inventé dans ce monde est passé par là, la visualisation. On pense toujours à un schéma avant de le matérialiser. Tu vois. Donc, la visualisation est très importante. C'est ça qui fait que Ronaldo te dit qu'il va mettre 3 buts dans un match et il le met vraiment. Il a déjà imaginé. La force de la visualisation. C'est ça. Ouais. Donc, il ressent les effets de ce qu'il veut vivre dans le présent. Et je suis d'accord avec toi parce que pour avoir fait cet exercice-là plusieurs fois, c'est-à-dire, c'est comme si ton esprit ou ton âme, je ne sais pas comment on va l'appeler, sortait de ton corps, c'est-à-dire tu te vois faire le truc. C'est ça. Et tu ressens... Il y a une émotion ou bien des... je sais pas comment on va l'appeler, qui te prennent, qui t'envahissent, qui te transforment. Tu te dis, mais oui, je peux le faire. C'est ça. Donc, tu vois, après la visualisation, il y a E qui est exercice physique. Exercice. Oui, quand il dit exercice physique, ce n'est pas d'aller courir le marathon ou de faire comme Roger Bannister. Non. Tout simplement faire de petites pompes, des squats, courir dans la maison ou autour de la maison, faire des pompes, etc. Juste pour te maintenir. Parce que tu vas remarquer que les gens qui pratiquent des activités sportives, ils sont confiants. Tu vas voir qu'ils dégagent quelque chose parce que il y a la sérotonine, l'adrénaline qui remplissent le corps, etc. Donc, quelqu'un qui pratique du sport et qui sort de chez lui, il se sent en forme, invincible en fait. Donc, à part le E, on a R, qui est reading, lecture. Tu vois. Il recommande de lire au moins 1 ou 2 pages par jour. Commencer par là, tout du moins. Et au fur et à mesure qu'on prend goût, on peut aller à 5, 10, 20, 25 pages. Donc, reading, lecture. Et on peut lire n'importe quoi, sur n'importe quel sujet. Ce qui est bien, c'est que ces lectures-là te permettent en fait c'est comme de nouvelles charges que tu fais soulever à ton cerveau. C'est dans ça que tu apprends de nouvelles choses, etc. Après, on a le S, c'est verse. Donc, scribing. Scribing, c'est écriture. Il recommande d'avoir un journal de bord. Tu as parlé de to-do list tout à l'heure. C'est très important parce que professionnellement, le travail ne commence pas quand tu es sur ton lieu de travail, mais depuis la veille. Parce que tu sais ce que tu as laissé en instance, ce que tu as comme objectif à atteindre aujourd'hui, ce que tu n'as pas pu faire hier, tu dois les transposer sur le J+1, le jour suivant, et ainsi de suite. Donc, il recommande d'avoir un carnet de bord dans lequel on écrit ce qu'on a. Par exemple, tu as des objectifs sur le mois, sur l'année. Tu coches ce que tu as atteint, ce que tu n'as pas atteint, tu les reportes. Et ainsi de suite. Ça te permet en fait de te suivre et de savoir ce qui te reste à faire. Donc, en matière de gestion du temps et de productivité, c'est ce que moi je fais. Et cette routine-là me permet d'être focus, de me concentrer sur ce que j'ai à faire et sur ce que je ne dois pas faire. Après, il y a des outils comme la loi de Pareto, la matrice d'Eisenhower, la loi d'Illich, merci, la loi de Parkinson, la loi de... En fait, il y a plein d'outils qui te permettent en fait d'optimiser ton temps et de le consacrer aux choses qui sont dites essentielles. En tout cas, on aura le temps d'aborder encore plus ce sujet-là en profondeur pour le deuxième épisode. Je ne veux pas te laisser partir, mais on va permettre à ceux qui écoutent le podcast de déjà digérer toutes ces informations que tu as partagées avec nous, tous ces éléments-là, ces points d'éclaircissement que tu nous as donnés. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. J'ai pris du plaisir à t'écouter, j'ai pris du plaisir à répondre également à tes questions et aujourd'hui, j'ai encore appris plus de choses sur toi. Et je te remercie de m'avoir fait confiance et on se dit à la prochaine et au deuxième épisode avec Peggy. Est-ce que tu as un mot de la fin? Ce que j'ai à dire, c'est une pensée de Richard Francis Burton.
un grand explorateur, diplomate, enfin un polymathe britannique. Il maîtrisait 18 langues. Oh. Il a fait tellement de choses. Il C'est un faisait de polyglotte. l'astrologie. Exactement. Polymathe, pour être plus précis. Alors, il a dit quelque chose d'important qui est comme une ligne directrice pour moi. Fais comme ton humanité te l'ordonne. N'attends d'applaudissements de personne sauf de toi-même. Yeah. Il vit et meurt dans la plus grande des noblesses, celui qui établit et vit selon ses propres règles. C'est ce que je veux partager comme mot de fin. Merci. Merci Christ et merci aux auditeurs. Très ravi de t'avoir eu sur ce podcast à table avec Chris. Alors les amis, on se dit à la prochaine. J'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que cela vous a édifié, inspiré. On se retrouve pour une prochaine fois et surtout prenez soin de vous. On se dit ciao. 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 Ciao.